Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de l'émission Entretien avec, une émission qui rend hommage aujourd'hui à une figure majeure de la scène politique nationale, Anissé Georges Ekané, un homme dont l'engagement, la lucidité et la détermination ont marqué plusieurs générations de militants et de citoyens. À travers son parcours, c'est l'histoire de la lutte démocratique, l'histoire d'exil, de combat idéologique et de bataille pour les libertés fondamentales qui se dessinent. Pour évoquer ce grand nom, ce grand homme, et comprendre la profondeur de son héritage, nous recevons l'une de ses plus proches compagnes, elle également une grande dame de la lutte pour plus de liberté. Harriet Ekwe, journaliste, militante, témoin privilégié de ses combats et de la trajectoire de celui qui était Anissé Georges Ekané. Harriet Ekwe, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Évidemment, il n'y a pas mieux que vous pour évoquer le parcours et la grande dimension de Anissé Georges Ekané. Vous qui avez de tout temps, durant toutes ces longues années de lutte, vous avez été à ses côtés. Toujours, oui. Même si la distance vous a certainement souvent séparés. Parfois, oui. Mais dans le combat, vous étiez ensemble. Oui. D'abord, je voudrais savoir dans quelles circonstances avez-vous appris la nouvelle triste du décès le 1er décembre de Georges Anissé Ekané, le 1er décembre 2025. Bon, je dois d'abord dire que un ami de l'UPC m'avait appelé pour me dire que il se dit que le 1er décembre, il y aura l'ouverture du procès. Bon. Et je me dis donc, je vais appeler la femme, l'épouse d'Anissé, pour savoir si ça vaut la peine de monter à Yaoundé ou non. Et donc, quand je l'ai, l'après-midi de dimanche, elle me raconte donc, elle me dit, Tata Harriet, c'est pas la peine de monter parce que j'ai l'impression que ils veulent absolument juger Anissé à huis clos. Je dis, comment ça? Elle me dit, vendredi, j'étais avec lui au CED et les gendarmes, 3 gendarmes sont arrivés. Ils ont dit à Anissé de s'habiller. Il dit, je vais où? On lui dit, vous allez au tribunal. Comment ça, je vais au tribunal? Mes avocats ne sont pas prévenus. Il dit, on nous a donné un ordre, on exécute l'ordre. Anissé s'habille, ils sortent sur le balcon, sur la véranda, et ils voient arriver Ndjekam Tchameni et Abba Ouyonou, eux aussi escortés. Et le fourgon pénitentiaire est garé. Bon. C'est là que Anissé demande à son épouse d'aller prévenir l'avocat qu'on est en train de le transférer au tribunal militaire. Ils vont donc au tribunal militaire. L'avocat arrive, maître Hippolyte Méli, qui dit mais au commissaire du gouvernement, c'est-à-dire le procureur du tribunal militaire, il lui dit mais vous n'avez pas le droit de transférer mon client sans ma présence. Bon. Et c'est là-dessus que Anissé fait un gros malaise. Elle m'a dit ce malaise-là était mortel. On a commencé à tout faire pour le réanimer, tout faire pour qu'on retourne avec lui vivant à sa cellule, à l'hôpital, à l'infirmerie du camp militaire. Et elle me dit, il s'en est fallu de peu pour que Anissé ne meure pas. Pourquoi? Parce que quand on est venu lui donner ses appareils, son dispositif mobile, il a dit, je ne peux pas m'en servir, il faut qu'on l'expertise pour que je sache si on n'a pas mis des produits toxiques dedans pour me terminer. Donc je ne peux pas le prendre. Donc il sort de là-bas. Il a un dispositif, mais qui n'est pas... on ne peut pas le déplacer. Absolument. Donc, il était vraiment en arrêt, carrément, dans une détresse respiratoire. Bon. Et c'est là qu'elle me dit, Tata, ça ne vaut pas la peine que tu te déplaces, parce que j'ai l'impression qu'on veut juger
Anissé à huis clos, sans public, sans les avocats. Et donc, on en est resté là, ce samedi soir-là. Et lundi matin, c'est Meka qui m'annonce que Anissé est mort. André Luther. André Luther Meka. Et tout de suite, je lui dis, mais ton père a tué Anissé. Non, Tata, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Kamto, elle n'aime pas les Sawa qui se rapprochent de lui. Je dis, arrête-moi ton discours là. Voilà comment j'ai su. Et depuis, je n'ai pas pu avoir son épouse parce qu'elle devait être en route pour Yaoundé. Ce lundi-là. D'accord. On va donc essayer de retracer, se remémorer l'histoire de Georges Anissé, qu'on essaie de la comprendre, qu'on essaie de la découvrir, le fondement de ses combats, la détermination de son engagement. Son jusqu'au boutisme aussi, on peut le dire. Oui. Anissé, ces derniers temps, quand il désigne Kamto, il est déjà bien malade. Et je lui dis, mais Anissé, il me dit, non, 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 Henriette, laisse. Il faut que j'aille très vite, parce que dans ma situation, tout peut arriver. Parce que Anissé a fait son premier grand malaise au lendemain de l'enterrement de Suzanne Kalaloubé. Et donc, il sort de là, il me dit ce qu'il a eu. Et pendant qu'il était là-bas, au CHU, il était allé rendre visite à son camarade de Saker, Félicien Tonnet Benimé, qui était le directeur du CHU. À l'époque. Voilà, à l'époque. Et donc, Anissé appelle son ami, son voisin à Bounadibon. Il a appelé le... comment on l'appelle? Le prof... Atangandji. Le ministre Atangandji, Paul. Il a appelé dès que il s'est réveillé. Donc le ministre Atangandji était le voisin d'Anissé Ekane à l'époque à Bounadibon, ici voilà, à Douala. Voilà. D'accord. Tout le monde. C'est d'ailleurs Bounadibon, pour ceux qui le savent pas, c'est là que se situe le siège du Manidem. Voilà. Ok. Donc, il est venu et il a demandé aux médecins, et les médecins lui ont fait savoir que il n'y a pas de possibilité de régénérescence des poumons parce qu'il est atteint et il n'y a qu'un choix, c'est d'avoir cet appareil un extracteur. Ouais, un extracteur d'oxygène. Parce que, disait-il, Anissé a déjà 70 ans passés et que c'est maintenant irréversible. Donc il apprenne à vivre avec ça. Voilà ce qu'il a dit à Atangandji, qui est venu lui rendre visite. Voilà. Donc, les gens savaient, au niveau du sérail, que Anissé était gravement malade. Et le jour où il est allé au Conseil constitutionnel pour le dossier Kamto, il sortait de l'hôpital. Des urgences, oui. On a essayé de le dissuader de ne pas y aller. Il a dit, je n'ai pas le choix. Le dossier doit passer aujourd'hui, je dois y aller. Voilà. Donc... Comment avez-vous rencontré Anissé Ekane dès le début? Où commence votre histoire? En tant que camarade, en tant que militante? Vous savez, il y a une des réflexions du révolutionnaire, le psychiatre Frantz Fanon, qui a dit que l'histoire assigne à chaque génération sa mission. Libre à cette génération de l'accomplir ou de la trahir. Et nous, on s'était jeté sur l'UPC parce qu'on a eu cette erreur qu'a commise le régime d'Ahidjo de radiodiffuser le procès de Wandje en 70. Donc, au lieu en le dépeignant comme un petit rebelle et tout, quand les jeunes ont vu sa stature devant le tribunal militaire et surtout quand il dit « l'histoire jugera », ça dit « je m'en fous, je suis déjà acquitté par l'histoire, alors que m'importe le tralala que vous faites là ». Voilà.
Et Anissé a été particulièrement frappé parce qu'il était à Bafoussam pour un match et il a vu ce monsieur aller, comme il dit, tout sourire au peloton d'exécution où il a refusé qu'on lui bande les yeux. Donc, l'exemple était tellement fort que nous nous sommes jetés, quand on est arrivé à l'étranger, nous nous sommes jetés non seulement à l'UNEC et après à l'UPC. Parce que quand il y a une cause juste, on veut toujours la défendre. C'est comme ça que les Oumniobé, leurs idées ont survécu jusqu'à notre génération. C'est ça. Donc vous vous rencontrez à Donc on se rencontre parce que, bon, on est, d'abord on est à l'UNEC, là on se connaît, mais on filtre ceux qui veulent aller dans le Manidem et l'UPC, on les teste pour voir leur résistance, leur capacité politique. Et c'est comme ça qu'on se retrouve donc dans les réunions en France. Et on apprend à se connaître à force d'être ensemble. Voilà. Quel type de militant au départ était-il? Engagé, toujours la première place, je veux dire, ou alors c'était celui qui suivait simplement? Non, 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 il était toujours parmi les leaders. Oui, oui, il était un leader, un véritable leader, en ce sens que il a été bien formé par le camarade Makit, qui est mort aussi depuis. Et Samuel Makit. Samuel Makit. Mais Anissé avait ceci de particulier, qu'il avait une capacité d'initiative extraordinaire. C'est quelqu'un qui entre dans le parti et qui, à chaque fois, essaye d'améliorer le fonctionnement du parti. Une de ses spécialités, c'était de journaliste. Il était journaliste à La Voix du Cameroun, l'organe central de l'UPC, et un fin spécialiste de la propagande. Anissé, c'est lui qui va trouver des formules innovantes, c'est lui qui va dire, bon, on doit essayer de pénétrer telle classe, que ce soit des hommes d'affaires ou des bourgeois. Anissé était très fort là-dessus, il innovait tout le temps. Et souvent, les camarades qui sont plus organisation disaient, mais Anissé, avec tes initiatives, un jour, tu vas nous amener dans la gueule du loup. Il dit, je m'en fous. Bon, il nous est arrivé en 85 de subir une rafle, une grosse rafle. 14 dirigeants sont arrêtés. Bon, alors que nous avons aidé à l'avènement de Paul Biya. Et on l'a aidé quand il a eu des problèmes avec Ahidjo. Bref. Anissé, tous les dirigeants sont en prison. Il ne nous dit pas. Il décide que, puisque les dirigeants sont en prison, il faut prouver à Biya et à Sesbir que l'UPC n'est pas morte. Alors, il devient un véritable fou. C'est-à-dire que les week-ends, Anissé prend sa voiture et une bombe de peinture et il va tout au long de l'axe lourd qui venait d'être ouvert et il bombarde. L'UPC vaincra. L'UPC vaincra. Tous les 30 km, l'UPC vaincra. L'UPC vaincra. Jusqu'à Yaoundé. Et après, il revient là où il n'avait pas mis l'UPC vaincra. Il ajoute. Et il ajoute. Ou alors, il décide, telle soirée, tout seul, il va à Bonanjo. Et il se met à mettre l'UPC vaincra dans tous les ministères, les administrations. Voilà. Bon. Quand il vient à la réunion, il nous dit, bon, moi, j'ai fait ceci. On lui dit, mais Anissé, tu es fou. Il dit, non, on ne m'a pas attrapé. Et ça voulait dire que ce que vous avez attrapé là, c'est pas eux, ce sont pas eux qui... les principaux organisateurs. Bon, il avait ce genre, il avait beaucoup de flair, beaucoup. Par exemple, on était dans notre cellule du parti, on était 3, Anissé, Abanda et moi. Et un jour, il nous annonce qu'il va travailler avec Yondo Black. Alors Abanda lui dit, mais enfin, tout ce monde-là, ils n'ont pas l'habitude de la clandestinité. Vous allez droit
dans la gueule du loup. Anissé dit non, il y aura un procès. On lui dit comment, tu es sûr? Il dit non, quand c'est nous seuls, les UPCistes, il n'y a pas de procès, on nous torture et puis un jour on nous jette dehors. Mais là, c'est un bâtonnier, c'est un ancien bâtonnier, il y aura forcément procès. Et il y a eu procès. Un procès retentissant d'ailleurs. Un procès retentissant. Alors vous disiez tout à l'heure que vous avez aidé le président Biya à son arrivée au pouvoir. Oui, parce que Mitterrand n'était pas notre ami, parce que Mitterrand était pour l'Algérie française et contre l'UPC. D'autant plus qu'il disait que comme le RDA était apparenté au Parti communiste, c'est venu des organisations qui composaient le RDA. Bon, c'était des syndicalistes à l'époque, pour la plupart. Il n'y avait pas encore de parti politique. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au pouvoir le 10 mai, après sa prestation 10 mai 1981, en France. La direction du parti écrit une lettre à Mitterrand pour saluer son avènement. Et Mitterrand est content. Quand on lui dit d'abord, parce qu'on est un parti de gauche, et qu'on salue l'avènement du Parti socialiste. Absolument. Et quand et on lui dit, bon, vous savez que nous avons une dictature féroce. Et cette dictature-là, on a du mal à la vaincre. Il répond et dit particulièrement, je connais votre situation, le moment venu, je m'en occuperai. Bon. Alors, le parti décide de faire un congrès en juin. Et le congrès du parti, c'était pour avoir une direction. Il n'y a pas eu de congrès depuis 1952. Et le mot d'ordre du congrès, c'est qu'il faut que tout le monde rentre au Cameroun, parce qu'on ne sait jamais. On a écrit une lettre, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Et pendant que on se préparait tous, ceux qui n'étaient pas étiquetés à rentrer au pays, c'est là qu'un soir, on nous annonce que Ahidjo vient de démissionner. Et quand j'ai connu Iboua Samuel, quand on était à la coordination, je lui dis alors, quelle était l'ambiance au palais quand Mitterrand est arrivé? Il me dit, Madame Ekwe, quand j'arrive au bureau, la secrétaire me dit, le président est arrivé très tôt, il faut aller le voir à son bureau. Monsieur Iboua me dit... Samuel Iboua qui était secrétaire général de la présidence à l'époque. Voilà. Et Samuel Iboua me dit que quand il est arrivé, le président part d'un éclat de rire. Il lui dit, alors vous êtes content? Il lui dit, mais enfin, monsieur Excellence, pourquoi? Il dit, mais je vous connais tous, vous étiez tous à l'UNEC, vous étiez tous de gauche. Maintenant que votre ami est aux affaires, vous devez être content. Mais le jour-là, Iboua, que j'ai connu après à la coordination... Absolument, puisqu'il est devenu plus tard le président du MDP. Avant le MDP, il était président... De l'UNDP d'abord. Et il était devenu le président du directoire de la coordination de l'opposition. Absolument. Donc voilà, et il me dit que le jour-là, le président était dans ses petits souliers. Et il a pris de l'avance, il a démissionné, comme ça il était tranquille. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va le sauver? Le président de la République, quand notre président, donc l'actuel, arrive au pouvoir, Mitterrand le convoque à Paris, à l'Élysée, début 83. Et il lui dit, vous savez, je suis pour quelque chose dans cette démission-là, qu'elle est arrivée sans que je n'ai bougé. Nous, on savait que Mitterrand avait le macabo d'Ahidjo, qu'il avait expulsé. Alors, il dit à Ahidjo, nous, à Paul Biya, il lui dit, bon, j'ai deux sujets importants pour vous. Quand est-ce que vous faites la démocratie?
Et que faites-vous de tous ces exilés camerounais? Il lui dit, sur le perron de l'Élysée, il répète que oui, ça c'est devant les médias. Oui, devant les médias. Ahidjo est à Yaoundé. Il est encore le président de l'UNC. Oui. Il dit, oui, je vais préparer le peuple à la démocratie. Quant aux exilés, ils peuvent tous rentrer. Nul ne sera plus contraint à l'exil pour ses opinions politiques. C'est là que Ekane et moi et d'autres, on a fait nos valises. Bon, Ahidjo se fâche. Il fait venir Cameroun Tribune. Et il dit à la une, l'UNC est au-dessus de l'État. Donc, dans la politique camerounaise, c'est l'UNC qui décide des choses qu'applique l'État. Donc, le président qui est devenu chef de l'État ne connaît pas le fonctionnement de la politique chez nous. C'était très violent. Et tout de suite, l'UPC a réagi. Une grosse déclaration. La déclaration arrive à CIA TV, à Radio Cameroun, Nationale, Radio Cameroun. Et on voit qui a fait ça, c'est l'UPC. Biadi, il faut diffuser. On diffuse. Les gens commencent à dire peut-être qu'il est même de l'UPC, on ne sait pas. Mais non, c'était son intérêt. Et voilà comment on l'a aidé. Alors revenons un peu justement sur vos combats à l'étranger. Je veux dire, la mobilisation a commencé à l'extérieur. Oui. Mais avant peut-être ça, Anissé Kane qu'on a reçu sur le 31 juillet dernier. Oui, je sais. Et il nous a parlé d'un moment fort dans son engagement politique, mais surtout idéologique, son choix pour l'UPC. C'était l'exécution en 1971 de Ernest Ouandié. En sa présence, il était tout jeune. Ce qui a été comme un déclic. Juste 20 ans. Voilà. 2 ans après, en 1973. Et vous racontez cette histoire-là, comment il la vivait? Mais il la vivait, pour nous, pour moi particulièrement, Anissé était le fils spirituel de Ernest Ouandié. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche sans parler d'Ernest Ouandié. C'est pour ça que quand on a attaqué Ernest Ouandié, il était fou de rage. Oui. Même certains de ses pseudonymes qu'il a pris, c'était des pseudonymes bamileke. Parce qu'il se sentait très proche d'Ernest Ouandié. Oui, parce que c'est lui qui a vécu le plus longtemps dans le maquis, de 61 à 70, quand on l'a arrêté. Et c'est lui qui a payé le prix le plus fort. Exécution sur la place publique. Voilà. En présence d'Anissé Kane, entre autres. Oui. Alors, comment étaient organisées vos batailles à l'extérieur, puisque vous combattiez déjà pour l'indépendance du Cameroun? Oui, non, nos aînés ont combattu pour l'indépendance du Cameroun. Mais dès février 60, le successeur de Oumniobé, c'était le président de l'UPC, c'est-à-dire Moumié Félix. Et Moumié Félix a fait un discours pour dire que la lutte pour l'indépendance est derrière nous. Aujourd'hui commence la lutte contre le néocolonialisme, parce qu'il y avait eu aussi ces accords-là. C'est pour ça qu'on a continué la bataille. Et nous, non seulement le néocolonialisme, mais le parti unique aussi. C'était une de nos grandes batailles. Dans vos formations, on vous a beaucoup soupçonné de rapprochement avec l'Europe de l'Est, l'Union soviétique. Mais parce que c'est l'Union soviétique qui accueillait tous les combattants de l'indépendance, tous les pays confondus. Donc c'est normal qu'on se soit plus rapproché de l'Union soviétique, et il y avait beaucoup d'étudiants qui ont eu des bourses pour aller étudier dans les pays de l'Est. C'est ça. Alors que l'Occident nous combattait. Pourquoi? L'Occident a défini un monde libre et le monde communiste. Donc c'est le monde communiste qui nous soutenait, tandis que l'Occident nous massacrait. C'était donc normal. D'ailleurs, quand Oumniobé a été coincé à Paris, alors qu'il voulait aller à New York, c'est le Parti communiste français qui a tout fait pour qu'il puisse traverser et arriver à New York
pour plaider la cause de l'indépendance de notre pays. Alors, une fois rentré au Cameroun, le président Biya au pouvoir dès 82, vous rentrez en 83. Oui. Comment vous matérialisez votre engagement politique entre 83 et 90? On va aller par étapes, toujours avec Anissé et Kané. On sait que 90 a été un autre temps fort. Entre 83 et 90, période du parti unique, la démocratie n'est pas encore véritablement... il n'y a pas de démocratie, nous sommes encore dans une dictature, j'ai failli dire, féroce, avec tous les instruments qui... de répression. Vous donc qui revenez de l'étranger, vous qui êtes férocement adversaire au régime en place, vous qui portez l'idéologie UPCiste, comment vous manifestez votre engagement sur le terrain? On est dans une clandestinité terrible, cadenassée. On ne vous voit pas ou alors vous... On se voit, mais qui sait que... Vous posez des actions... Par exemple, quand les camarades viennent en réunion, on met un gros plat de beignets, on est en train de manger les beignets, mais en fait on est en réunion. Okay. Bon, par exemple, on a connu une grosse répression en 1976, où des jeunes gens, c'était eux les premiers héritiers de Ernest Ouandié, Mouen Gaspard et Bélé Tobo. C'était eux les principaux dirigeants de ce mouvement-là, du Manidem et de l'Union des populations du Cameroun. Ils ont payé très cher parce qu'ils sont allés en déportation dans tous les bagnes coloniaux, c'est-à-dire Mantoum, Mukolo, Tcholiré, etc. C'était c'était féroce. Il y avait même des étudiants, des élèves de 18 ans qui ont été déportés. Et une des femmes qui a subi le plus lourd tribut, c'est Ndongonga l'hérité, qui a eu une hémiplégie. À ce jour, elle a été vraiment massacrée par la torture. Elle était à Mantoum. Bon, donc, cette vague de répression où les derniers sont sortis en 84, c'est-à-dire 8 ans après, et Bélé Tobo, Mouen Gaspard, Mbiameka, un commissaire, etc. Et entre-temps, comment le régime percevait-il? Donc, on a pensé que, ayant soutenu Biya au plus fort, parce que quand Ahidjo a décidé de prendre la parole pour dire que ce monsieur-là ne connaît pas le fonctionnement de la politique chez moi, et c'est moi qui lui ai donné le pouvoir, de quel droit va-t-il prendre des engagements pour la démocratie et le retour des exilés? Donc, Biya était désemparé. Il a appelé Mitterrand. Mitterrand lui a dit, je ne peux pas venir tout de suite, mais je viens au mois de juin, tu me prends rendez-vous avec lui. Au mois de juin, il arrive, il fait un grand discours à l'Assemblée nationale. Il dit que les temps vont changer avec votre nouveau président, il faut le soutenir, etc. Ah, c'est juin 83? Juin 83. Et c'est là que, quand Mitterrand arrive, donc, il dit, mais alors, mon rendez-vous avec Ahidjo, il le connaissait, la 4e République et tout, il lui dit, il est remonté à Garoua. Il dit, on va à Garoua. Arrivé à Garoua, il lui dit, mais enfin, regarde ce que Léopold Sédar Senghor a fait. Il y a tout juste 2 ans. Il a déposé et il est parti. Il vit chez nous en France, il est content. Mais vous restez là. Il faut laisser le jeune là diriger le pays. Et c'est donc Mitterrand qui lui fait sentir que sa place n'est plus au Cameroun. Et il lui dit fermement, vous avez une grande propriété sur la Côte d'Azur, à Cannes, il faut aller à Cannes. Il faut laisser ce petit jeune diriger son pays. Je peux dire que c'est Mitterrand qui a sauvé sa tête. D'accord. Alors, dans cette période, vous étiez donc dans un jeu de cache-cache. Jamais on vous a pris. On n'a pas pris à Nice, jamais vous entreteniez. Oui, on a pris quelques-uns. Le premier prisonnier politique de après votre retour, c'est Abanda Kpama. Ancien président du Manidem, de regretter mémoire lui aussi. De regretter mémoire lui aussi. Et lui, il a été en prison dès mars 83. Et il a passé 6 mois
en prison. C'est là qu'on s'est rendu compte que ce type-là n'est pas clair. Bon, on a donc commencé à se méfier. Voilà. Venons-en aux années 90, ce qui est un peu comme un repère hein, pour le début d'ouverture démocratique, certaines libertés. Mais nous, on a subi en 85, donc, le fameux coup de filet de 14 dirigeants, où Anissé a fait le fou d'aller taguer tous les bâtiments. Oui. Dites-nous plus. Non, Anissé constate, on a 14 dirigeants. Parce que, bon, il y avait un certain laxisme, on s'est un peu lâché. Au sein de l'UPC. Au sein de l'UPC, et un des gars qui était avec nous était un informateur du CNR. Donc, CNR qui était un peu comme la police politique. La police politique. Donc, on a raflé tout le monde. Il y avait même des gens dont ils ne connaissaient pas les noms. Pour chercher, ils attrapent un fouette, on dit qui s'appelle un tel. Ah, moi, je ne sais pas, des trucs comme ça. Bref, c'est comme ça que il y a eu beaucoup de choses pour qu'on les relâche. La première des choses, c'est que le parti, les amis du parti ont acheté une page du Monde avec tous les noms des dirigeants arrêtés. Et là, Mitterrand, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous dites que les gens rentrent et puis vous les arrêtez. Et là, Singako a fait fort. Singako qui est un proche collaborateur du président Biya également. Voilà. Singako a dit à Biya, donne-moi l'argent. Il y a plein d'exilés de l'UPC à Accra et à Conakry. Donne l'argent. Il est parti. Et du jour au lendemain, on a vu des exilés rentrer avec des femmes d'Afrique de l'Ouest, en Sangha et tout ça. Et on fait donc une grande une du Cameroun Tribune, on met le retour des exilés. Bon, nous on a compris. Pendant que les nôtres étaient en prison. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour qu'on les libère? Biya est en pleine faillite. Ahidjo a dit je laisse les caisses pleines. Mais Biya avait tout mangé. Non, comment ça? Non, c'était grave. C'est pour ça que les... Faillite en quel moment? On est en 85, hein? Mais oui, on plonge dans la dette. Et quand les gens qui ont fait le putsch, le mouvement... je veux dire que des voix officielles ont essayé d'expliquer ce retournement, la conjoncture internationale, la baisse des prix, non, les premières... les matières premières... Oui, mais les caisses étaient pleines. Oui, mais je veux dire qu'entre-temps, le contre-coup de la conjoncture internationale, les explications officielles... Hein. Oui, ça c'est les explications. Merci. Ce qui s'est passé, donc, les caisses sont vides. C'est là que les gens qui ont fait le mouvement JOSE, qui ont attaqué le Cameroun, ils ont dit que nous sommes dans un pays où il n'y a plus d'argent. Alors, pour rappeler le contexte, le mouvement JOSE, c'est celui-là qui a été soupçonné d'avoir monté le coup d'État de 1984 avec, entre autres, le capitaine Guérandi Mbara, qui était la tête de proue. Tout à fait. Mais la tête pensante, c'était le patron de l'ONCPB. Et pourquoi c'est lui? Il y avait beaucoup de réserves à hauteur de 3 000 milliards de francs. Et le régime a tout siphonné. C'est pour ça que dans leur déclaration, ils disent à l'allure où on va plonger dans un gouffre. Et c'est vrai, Biya commence donc à avoir des difficultés. Il va voir Mitterrand, le meilleur élève, non? Il va voir Mitterrand et Mitterrand lui dit non, il faut aller au FMI. Le président part. Il n'y va pas. Il va demander au Canada. La dame, c'était Jeanne Sauvé, qui était gouverneur général. Il arrive et au fond, les experts économiques du Canada disent que non. Je crois qu'il y a eu mauvaise gestion. Il vaut mieux qu'il aille au FMI. Fonds monétaire international. Au Fonds monétaire international. Il rentre. Il ne veut pas aller. Parce que Ahidjo lui avait dit, je te laisse l'argent, fais attention, ne va jamais au Fonds monétaire international parce que tu vas
plonger définitivement. Bon, maintenant, le président va vers M. Kohl. Helmut Kohl. Helmut Kohl. L'ancien chancelier allemand. Voilà. Et en Allemagne, il y a une forte délégation, une forte section de l'UPC. Donc, quand on annonce que Biya doit arriver, l'UPC se met en mouvement pour lui dire il ne peut pas venir ici, il y a des prisonniers politiques. Bon, Monsieur von Weizsäcker, qui était à l'époque le président de l'Allemagne, et Kohl lui disent donc mais on a appris que il y a des prisonniers politiques chez toi, il faut les libérer avant de venir. C'est comme ça donc qu'on libère ces Abandapama et autres. Et voilà, les Abandapama, l'Endema, tout ça là. Voilà. D'accord. On arrive donc à la période... On arrive en 90. Voilà. Donc l'ouverture démocratique. Oui. Anissé, toujours malin, on sort du procès, mais le procès a eu un tel retentissement. Alors revenons un peu dans le contexte du procès. Qu'est-ce qui est la cause? La cause, c'est quoi? C'est que Anissé est allé travailler avec des gens qui n'ont pas l'habitude de la clandestinité. Et un des gars s'appelait John John, qui était un indique, et qui est donc allé faire le papier. Ils ont fait une déclaration pour dire que le pays va mal, il faut que le peuple se lève, un truc comme ça. Il est allé déposer ça chez un monsieur qui est cadre au port et qui est lui-même, monsieur Banini, un indique. C'est donc comme ça que monsieur Banini va directement, parce que John va faire taper la déclaration chez la secrétaire de Banini. Donc elle tape gentiment, et quand le type sort, elle va donner la copie au président, au directeur Banini. Banini va donc au Sénère, et on commence à attraper tout le monde. Bon. On va donc au tribunal militaire, parce qu'on nous avait détenus au secret. C'est-à-dire, tu ne vois personne. On te dépose la nourriture et tout. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Anissé dit, mais on ne va pas rester là, ça fait 2 mois. Il essaye il fait une grève de la faim. Le Sénat tremble. Mon père vient me déposer la nourriture, on lui demande, est-ce que vous connaissez Kane? Il dit, oui, mais c'est mon frère. Ah, oui, vraiment, il faut lui parler. On sort mon petit, on sort Anissé. Anissé me dit, je suis là. Ton papa me parle, il me parle. Je dis, oui, papa, j'ai entendu, je ne veux plus faire grève. Quand il revient, il fait grève. Et puis, voyant que les gars ne cèdent pas, il me dit, écoute, on va écrire une lettre ouverte. À Mitterrand, toujours. On écrit une lettre ouverte. Et dans la lettre ouverte, on demande à Yondo de nous mettre les arguments juridiques et moi, quelques arguments historiques. Je dis donc, ouais, comment la France reste muette alors que nos mentalités ont été sculptées à l'aune de la Révolution française. J'ai fait ça exprès parce que Biya a été invité au bicentenaire qui avait lieu le 14 juillet 89. Et quand Biya est invité, on met à la une. Le président Paul Biya est invité à la grande fête des droits de l'homme. Hein? Okay. Donc quand je mets ça, toutes les radios étrangères, et il faut dire que Yondo est un des rares à avoir eu... Maître Yondo Black a avoir eu un fax chez lui. Donc, quand sa femme reçoit ça, caché, elle met ça sur le fax de toutes les ambassades. Oui, non, non seulement des ambassades, mais surtout toutes les agences de presse. Ah, d'accord. Reuters, tout ça. Bon,
ça commence à bavarder tous les jours, le maître Yondo Black du fin fond de sa cellule, quoi. Bon, c'est comme ça que l'affaire prend de l'importance. Le président français, qui est avocat lui-même, assoit donc Roland Dumas, avocat, ministre des Affaires étrangères, et Badinter, président du Conseil constitutionnel. C'est là que on produit une lettre de protestation à Paul Biya. Paul Biya ne sait plus quoi faire. Il dit non, ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils voulaient faire un parti. C'est dans notre constitution. Article 3, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Bref, ils vont donc être traînés au tribunal militaire pour avoir tenté de soulever le pays. Voilà. Et alors, beaucoup de démocrates, parce que Bernard Mouna, qui est à l'époque bâtonnier, il y avait une assemblée générale du barreau, et il demande au barreau, dans son ensemble, de se constituer. Donc, viens voir, quand tu as devant toi 250 avocats, c'était impressionnant quand même. Pour les défendre. Bon. Et en plus, ce qui a fait venir toutes les grandes ambassades au procès, c'est que le président a décrété qu'il y ait des marches partout pour dire que tout le monde est d'accord, mais on ne veut pas le multipartisme précipité. Donc, on marche au nom de ça. Mais l'erreur qu'ils commettent, c'est que la marche de Yaoundé va se conclure par une messe solennelle à Notre-Dame des Victoires, avec tous les corps constitués, tous les diplomates. C'est là que les diplomates se sont dit, mon Dieu, on va avoir droit à un procès stalinien sous les tropiques. Donc, ils sont venus, ça dit des limousines. Toutes les ambassades sont venues. C'est là que ça a pris donc une autre dimension. Ils étaient obligés de nous baisser la garde. Oui, on avait des militaires derrière nous avec le canon pointé sur nos dos. Tout de suite, on a dit non, allez les appeler qui viennent, etc. Bon, ça a donc eu le retentissement que vous avez entendu. Mais c'est également la grande période des villes mortes, oui. Du carton rouge. Voilà, on fait les villes mortes, pourquoi? Parce que après avoir créé la coordination des partis de l'opposition, l'auteur... Toutes les figures, hein, John Fuji, Adamou Damdjoya... Voilà, tout le monde a rejoint, exactement. Issa Chiruma, Antaga Sagay, voilà. J'en oublie. Hein. Tu en oublies, tout le monde était là. C'était une invention de l'UPC, il faut le dire. C'est Mokoko Priso qui a rédigé cette plateforme, en disant que notre tradition, nous les UPCistes, c'est que quand vous défendez une cause, vous rassemblez tout le monde autour de la cause, un courant d'opinion. Bon, tout le monde est entré à la coordination. Et puis, un jour, il y a un fou qui entre dans la coordination, qui s'appelle Mbouamasok. Il arrive... Bon, fou, on le dit comme ça. non, laissez-moi. Mbouamasok, disons, oui, on le dit il pour a rire, des initiatives originales. Exact, voilà. C'est mieux dit ainsi. Son idéal, c'est qu'il faut faire les villes mortes. Bon, lui-même a déjà distribué ça partout. Donc quand il arrive, on lui dit c'est très bien. Mais nous, on va prendre l'initiative, puisque tu es désormais membre de la coordination, et on va mettre estampillé coordination de l'opposition. Et ça a commencé comme ça, et ça a pris. Ça a pris. On n'a pas eu la conférence nationale souveraine qu'on voulait, mais à la fin de l'année, le président décide de faire un sommet de la CEMAC? Non. À la fin de l'année, à Paris, à Trocadéro, il y a un sommet de la francophonie. Oui. Alors il dit à Biya, quand même, tu ne veux pas faire une conférence nationale, tu ne peux pas arriver au sommet du Trocadéro. Donc le président est obligé
d'organiser dans la précipitation la tripartite. Voilà. Et quel était le rôle d'Anissé et le vôtre dans cette tripartite? Alors, non, on n'y a pas participé. Alors, un des rôles d'Anissé, on a une réunion du comité central en mai 91. On arrive à la réunion et Anissé sort de sa poche un carton rouge. Il dit qu'il faut qu'on prenne ça, cette image. Je lui dis, Anissé, c'est quoi? Il dit, non, 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 non. On sort d'une prestation glorieuse de la Coupe du Monde de 90. Donc, dans la tête des Camerounais, le carton rouge a une importance capitale. Absolument. Donc, on donne un carton rouge à Paul Biya. Et le parti dit non, on ne va pas prendre ça. Par contre, on va demander à Ndjekam et son parti et son organisation Cap Liberté, de prendre, d'organiser le carton rouge. Voilà. D'accord. Alors, mais quel regard portait-il sur... C'est une invention des Canet. Oui. Quel regard donc portait-il sur les compromis qu'il y a eu au sortir de cette grande période de crise? Bon, je complète ma question. Certains de vos camarades de lutte se sont ralliés. Oui. D'autres ont accepté de... Peut-être que c'est pour amener la calmie, puisqu'il y a eu des compromis avec le pouvoir pour certains. Oui. D'autres sont restés dans la radicalisation. Lui, quel aperçu, quelle lecture il en faisait? Comment est-ce qu'il a pris tout ça? Anissé était un révolutionnaire très dur. Okay. Il pouvait te poignarder en rigolant parce que ses convictions étaient très fortes. C'est ça. Il a toujours été très ferme. Mais, en fait, le président a été défait dès les premières élections. Et qu'est-ce que le président a fait? Il s'est attaché les partis de l'opposition qu'il voulait, dont cette UPC légale qui n'existait pas, parce que aussi bien Dika que Kodok se vantaient d'être les membres fondateurs du RDPC de mars 85. Donc on savait très bien que quand ils refusent de nous donner la légalisation et qu'ils la donnent à l'autre... C'est un peu l'histoire du cheval de Troie. Voilà. Donc ils sont partis parce que, bon, on leur a brandi des milliards. C'est tout. Et ils sont donc partis renforcer la majorité présidentielle de Paul Biya, qui était très fragile parce qu'il a été défait aussi bien aux législatives qu'à la présidentielle. Et justement, vous faites bien de revenir là-dessus. C'est également l'un des tournants forts de la vie même de votre mouvement, de l'UPC, oui, qui connaît des fractions. Une nouvelle branche naissent, Samuel Makil par exemple, Kodok de son côté et ainsi de suite, Détoumaza. Le Manidem même est une conséquence, une suite de toutes ces... Comment tout cela se passe dans votre organisation? Non, Anissé a décidé que on ne veut pas nous donner la légalisation. Après que Anzé Tchungi ait promis que, bon, vous n'avez qu'à ajouter Manidem à votre parti. Tchungi qui était ancien ministre de l'administration territoriale. Voilà. On fait tout un congrès au mois d'août 82, août 92. On fait ça. Malgré tout, on ne nous donne pas la légalisation. C'est là que Anissé a dit qu'on peut rester là 100 ans, il n'y aura pas de légalisation. Et donc, dès qu'il pose le dossier du Manidem, il a tout de suite la légalisation. Voilà. Alors le parti prend son ancrage. Vous avez un parti que vous avez beaucoup, que vous connaissez d'ailleurs, tous les acteurs. Le premier président, on l'a plusieurs fois dit, Abanda Barma, et ainsi de suite. Mais quand même, le parti a connu également beaucoup de crises aussi en interne. Beaucoup. Le Manidem. Il y a eu beaucoup de crises. Il y a eu des crises de gestion du parti. D'accord. Où Yebga a commis beaucoup de difficultés au parti. Et donc, le parti était obligé de faire un autre congrès pour le démettre. Parce qu'il fonctionnait tout seul. Et donc, on l'a démis de ses fonctions
alors qu'il avait été élu normalement après la mort de Abanda Kpama. Alors, une autre casquette de Georges Anissé Kané, c'est qu'il a quand même longtemps, il s'est également battu à côté des organisations civiles. Toujours. Telles que l'ADIC. Toujours. Association camerounaise de défense des intérêts des consommateurs. Oui, oui. Il a été celui qui a combattu après la AES, après la SONEL, il a mené des combats terribles pour dire qu'on n'aurait pas dû vendre la SONEL pour une bouchée de pain. Et quand on a vu comment ces Américains qui ont pris ça se sont enrichis, c'est là aussi qu'ont commencé les délestages. C'est-à-dire que dans le journal Cameroun Tribune, on voit le calendrier des délestages. Vous, c'est de minuit au matin, d'autres, c'est de 17h à minuit, etc. C'est une humiliation terrible. C'est pour ça que Anissé a décidé de combattre AES SONEL. Voilà. Et puis il y a eu en 2000 cette opération des neufs de Bipanda. Absolument. Alors il faut raconter ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'un jour, un boucher du nom de Nouri à Bonapriso est assassiné par des jeunes gens qui sont venus, etc. Bon, les Français marchent de Bonapriso à Bonanjo pour dire qu'ils ne sont plus en sécurité. On est en février 2000. Alors, le président prend peur et se dit, mince alors, si les Français se fâchent, ça peut me mettre en difficulté. Il relance le commandement opérationnel. Et alors là, le général Mpaï organise des opérations où les gens sont en garde à vue, il les ramasse tous, il les amène au bois des singes, on les fusille. Attention, vous n'avez pas des éléments de preuve de cela. Mais si. Les cadavres, oui, il y avait des photos de la presse écrite. Non, on va exclure ça dans le témoignage. Bon, voilà. Dans le témoignage, on va enlever, mais je vous laisse poursuivre. Bon, alors, il y avait aussi dans les morgues. Bon. Et qu'est-ce qui va se passer? Je suis obligé d'en parler. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Parce que ça a failli compromettre la tenue du sommet France-Afrique à Yaoundé. D'accord. En janvier 91. Parce que quand donc la presse commence à parler de ça, de ces exécutions, et Anissé fait des marches tous les jours à Bipanda, tous les dimanches, il fait des marches là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? La presse française, et il y avait à l'époque un correspondant de RFI à Douala, qui suivait tous les dimanches les marches. Donc, à un moment donné, le président Chirac dit qu'il ne peut pas tenir le sommet à Douala parce qu'il y a des exécutions extrajudiciaires. Et c'est là donc que Nicole Ndoko, qui est professeur de droit, Nicole Ndoko fait la tournée des rédactions. Il vient à notre rédaction et me dit, est-ce que tu peux me présenter les photos? On lui donne donc les photos. Je lui demande pourquoi. Il me dit qu'on a... Nicole Ndoko, c'est professeur. Le professeur Nicole Ndoko. Elle me dit, tu sais, on a des difficultés parce que la France menace de ne plus tenir les relations avec le Cameroun. Non, non. Le sommet France-Afrique qui commençait, je crois, le 17 janvier 2001. Donc, il faut me donner toutes les photos que je vois. Et donc, avec son équipe, ils sont venus dans toutes les rédactions. On leur a sorti des photos, on leur a sorti les articles et les auteurs des articles qui ont attesté de ce que on a vu ceci, on a vu cela. Et quand ils ont vu ça, ils ont transmis au chef de l'État. Et le chef de l'État a tout de suite arrêté ce commandement opérationnel-là.
Il a dit qu'il ne veut plus de ça. Le bilan était bilan officiel, était de, on n'a pas donné le bilan officiel à l'époque. Je ne me souviens plus. Alors, là également, donc, Anissé a marqué son coup. Oui, dans cette, avec la défense des jeunes disparus de Bipanda. Aux côtés des gens comme Jean de Dieu Momou d'ailleurs. Hein, oui, oui. Carrément aussi. Jean de Dieu Momou est venu. Qui était avocat à l'époque. Alors, puis il y a eu les émeutes de 2008. Oui. Boamasok, encore une fois, oui. Qui initie une marche du côté de Bipanda. Oui, oui. Jean-Michel Nietzsche, lui, il était vers Dakar là-bas. Oui. Il me souvient. Mais Anissé Kane, que faisait-il? Bon, Anissé était avec Abanda. En fait, le point de départ, c'était en février 2008. Le point de départ, c'était à Descages. Immeuble Descages ici à quoi? À quoi? Et on devait progresser jusqu'à la salle des fêtes. D'accord. Voilà. Et à ce rassemblement où les leaders devaient être avec nous pour qu'on marche, Boamasok n'est pas venu. Jean-Michel Nietzsche, je ne sais pas ce qu'il a eu. Bon, bref, on a donc progressé tout seul. Et quand on est arrivé à la salle des fêtes, il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Bon, moi, j'ai été poursuivi, j'ai couru, j'ai pu, en approchant de Sitaba, l'immeuble Sitaba. Absolument, vers le feu rouge, non, vers le carrefour Bonacquamois, mobile Bonacquamois. Et je courais, et un jeune boutiquier m'a attrapé la main, il dit, maman, viens ici. Ils sont en train de te chercher, effectivement. Mami Ouatta tournait pour me ramasser. Ils ont pris en contre-courant pour m'attraper. Donc j'étais dans la boutique et j'ai attendu que tout le monde s'éloigne avant de venir. Alors, passé tous ces moments-là, on peut quand même relever effectivement d'un engagement clair et certain. Oui. Et puis il y a la grande période. D'abord il y a les élections. Il y a 2008, c'était pour la modification de la Constitution. La Constitution. Ça, c'était dans le cadre de ces émeutes qu'on vient de... Et puis, il y a les élections de 2011. Oui. Anissé était quand même candidat, je crois, 2 fois. Il était candidat. Il a été candidat 2 fois. Malheureusement, Anissé a, je crois, un problème, c'est que on ne le reconnaît pas beaucoup comme un enfant du terroir. OK. Parce qu'on pense que ses accointances avec les halogènes, parlons comme ça, font que souvent, même pendant les villes mortes, on nous disait toujours, ouais, vous travaillez avec les halogènes. On leur disait, mais la matière de la politique, c'est que les gens soient là, si vous n'êtes pas là. Bon. Et donc, il a été un candidat malheureux, même quand il a voulu entrer à l'Assemblée. Mais ce n'est pas nouveau. On ne veut pas de cette branche de l'UPC. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quel que soit, je vais vous donner un exemple. Rose Nzié, qui est du département de l'Océan. D'accord. Elle est candidate. Elle a eu son investiture par Kodok. Et elle fait une campagne magnifique. Des journalistes qui sont allés là-bas m'ont raconté la campagne de Rose. Parce que Rose est de la famille de l'UPC Manidem. Ils ont été excédés par le fait qu'on n'a pas de légalité. Bon, elle est allée, etc. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a vu. Tous les journalistes qui étaient accrédités dans l'Océan ont vu que Rose a fait un score terrible. Une razzia. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui a dit le jour de du dépouillement? Ça, c'était quelle élection? Élection législative. De quelle année? Je crois, 97. Hein? Oui, 97. On lui a dit, tu as bien travaillé, mais tu n'as pas gagné la prochaine fois. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a donné le siège à la femme d'un... Ne citons pas le nom. Oui. Le siège, elle a perdu le siège. Alors, et puis à l'époque où j'ai envie de dire contemporaine, où le rôle d'Anissé Kane s'est davantage accentué dans son engagement dans... D'abord 2018,
et l'élection présidentielle 2018. Comment il s'est déployé tout au long de cette période? En 2018, Anissé a voulu soutenir Kamto, dans la réalité. Mais je crois que Kamto était dans un nuage où il était sûr de lui et il allait tout faire pour que, bon, qu'on lui court un peu après. Je crois qu'il se sentait en position de gagner et donc il n'a pas tenu compte de ça. Or, depuis 2018, Anissé n'avait qu'un credo. Il fallait trouver les moyens de rassembler autour d'un candidat pour qu'il boute le pouvoir hors d'étourdie. Il n'a pas pu le faire. Donc il y a eu tous ces mouvements d'après, des arrestations. D'ailleurs, le président Kamto a été interpellé, il a été interpellé, relâché après. Mais il y a beaucoup de camarades qui sont allés en prison, certains sont morts. Mais chaque fois qu'on a pris la parole, moi qui suis dans les médias, d'ailleurs, je crois que c'est une des filles qui faisait à l'époque cette émission. Dora Eboa. Non, pas elle. Non, pas Liliane Natia. Il y a Oriane. Oriane Donquin, d'accord, oui, Oriane. Oriane. Oui, voilà. Et Oriane m'avait interrogé sur les arrestations et je lui ai dit que ce n'est pas normal qu'après le procès de 90, qu'on mette encore les gens en prison et qu'ils passent devant un tribunal militaire. C'est comme si on n'avait rien fait. Et puis vient donc cette élection, ou alors cette année de 2025, cette année de, je vais dire, fatale, pour Anissé qui nous a quittés le 1er décembre dernier, dans les circonstances qu'on... L'avez-vous rencontré, qui c'est peut-être avant cette grande période électorale? Quel était son état d'esprit? Est-ce que vous discutiez avec lui? Bon, j'ai discuté avec lui parce que j'étais dans le groupe de Douala. D'accord. Mais comme j'étais président d'une faction de l'UPC, j'avais, comment dire ça? J'avais choisi Baïbek. Le professeur Baïbek. J'ai dit à mes camarades que je ne pourrais plus être là parce que j'ai choisi Baïbek. Mais ça a mal tourné entre Baïbek et moi. Absolument. Et bon, je suis resté de côté. Et c'est après, il y a eu l'histoire de Elimbi Lobé aussi. C'est après que Ndjekam Tchameni m'a dit, mais on n'a pas assez de bras. Anissé est gravement malade. Il faut que tu réintègres le groupe de Douala. Donc, ils sont venus travailler chez moi un après-midi avec Ndom. Et le lendemain, ils sont donc allés adouber notre ami. Alors, revenons peut-être avant. Comment naît le groupe de Douala? Le groupe de Douala, en réalité, la personne qui était très active pour ce groupe s'appelle Elimbi Lobé. Il venait me voir tout le temps. Il me dit non, on n'est pas en position d'avoir des candidats, mais au moins, il faut qu'on s'asseye pour rédiger une plateforme pour que ceux qui veulent être candidats signent la plateforme. En fait, c'était une plateforme pour la transition. D'accord. Bon. Mais ça n'a pas eu lieu parce que, bon, Anissé était très fâché parce que Elimbi Lobé a tenu des propos. Voilà. Et moi, j'étais donc occupé avec mon UPC en guerre. Et puis après, je ne venais pas. Bon. Et c'est Ndjekam qui me dit, il faut tout faire pour venir parce qu'on n'a pas de bras. Anissé est très malade. Elimbi Lobé n'est plus là. Il faut que tu viennes. Bon, il est venu souvent chez moi. Il dit que même si on ne s'assoit pas ensemble, je viens te consulter pour telle et telle chose. Et c'est ce qu'on faisait. Voilà. C'est comme ça qu'est né le groupe de Douala. Donc, il nous a consultés. D'ailleurs, après, on a commencé à dire que ouais, ce groupe de Douala, finalement, il n'y a que des Douala dedans. Et quoi, Sambaka, Elimbi Lobé et Kane. Ça fait trop de savoir. Bon, mais nous, notre problème, c'était de pouvoir rassembler autour d'une plateforme de transition.
Et c'est ce qui est arrivé. Vous avez fait du lobbying auprès du clergé, la société civile. Tout ce monde-là, oui. On a fait du lobbying, on a... les partis politiques ne voulaient pas signer. Contrairement à ce qu'on peut penser, les partis politiques ne... Quel était l'engagement que justement devaient prendre les leaders, les candidats vis-à-vis de ce groupe de Douala? C'était une plateforme et la plateforme voulait la modification de la loi électorale, entre autres, peut-être la tenue d'une constituante, d'une assemblée générale constituante, la tenue d'une conférence nationale aussi, et tous ces autres étaient des choses, des éléments indicateurs d'un changement de régime. Okay. Et donc, tout le monde était pour cette plateforme. Personne n'a voulu signer, sauf Issa Chiroma Bakari. Dans un premier temps, avez-vous compris que c'est peut-être le rapprochement d'abord du groupe de Douala, finalement qui était constitué dans ces derniers jours de Sambaka. Lui-même, il a eu quelques problèmes, oui. Mais surtout d'Anissé Kane, Ndjukam Tchamini. Oui. Avez-vous les coulisses du choix dans un premier temps de non, Anissé, Maurice Kamto? De Maurice Kamto, non. Oui, c'était le... Ouais. Non, c'est Ndjukam qui m'a appelé le soir. D'accord. Il me dit, tu sais que Anissé va investir Maurice Kamto. La veille, c'était la veille. Oui, la veille. Alors, je me bats, j'appelle, Anissé ne me prend pas. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, bon, je ne pouvais pas te prendre parce que tout le gouvernement m'est tombé dessus. Comment tu nous fais ça? Tu es notre ami, tu vas prendre Kamto et tout ça. Comme il avait dit, j'ai mis un zolo. Bon, c'est vrai qu'il faut dire qu'entre-temps, le groupe de Douala a perdu de sa force. On est passé à l'Union à l'UPC. Pour le changement. Alors, pour le changement. Le groupe de Douala, c'est Anissé. Et donc, il a dit, je n'ai plus de temps. Donc, je vais mettre un sigle qui parle encore aux Camerounais. Parce que c'est la seule fois où on a approché la victoire avec Frundi. Alors, il a dit, je n'ai plus le temps d'expliquer. Okay. Mais, cette fois-ci, Frundi, Issa va porter... Donc, c'est d'abord Kamto à l'époque? Non, Kamto n'était pas Union pour le changement. Ah d'accord, ok. Il n'y était pas. Et donc, c'est là que Anissé m'a dit, je n'ai plus le temps, Henriette. Je suis obligé de faire vite. Ce qui retient les gens, que les Camerounais connaissent, c'est l'Union pour le changement. Et donc, je fonce avec le sigle l'Union pour le changement. Et il dit donc à Issa, bon, tu vas faire un peu la réconciliation entre Ahidjo et Bia, non? Et Bia, non. Ahidjo et Oumniobe. Voilà. Ahidjo et Oumniobe, tu vas faire le lien. Parce que c'est le 13 septembre, une date iconique pour les UPCistes, le 13 septembre, que on investit Issa Chiroma. Et il fait un beau discours à mi-chemin entre l'UPC et ses propres... Avez-vous suivi Anissé Kane donc, tout au long de cette campagne? Comment elle évoluait dans les stratégies, dans le déploiement, les ressentis? Qu'est-ce qu'il en disait? Mais vous savez, non. Le succès de Issa a été tellement fulgurant. Hein? Anissé même m'a dit, il me dit, Henriette, même du temps de Frundi, je n'ai pas vu ça. On n'a pas compris comment, en si peu de temps, Issa a franchi tous les sommets. Tous les sommets. Et pourquoi alors le choix de Issa? Parce que Issa est un homme politique de l'opposition à l'origine. Issa est un membre fondateur de la coordination des partis de l'opposition. Et Issa a organisé les villes mortes là où c'était difficile, à Garoua. Et il a été très très sérieux, il a fait imprimer les cartons rouges, etc. Et ça c'est à l'époque. Hein? À l'époque, en 91. Donc Issa était pour nous le meilleur exemple
la meilleure personne à choisir. Parce qu'il a une culture de parti politique, il sait parler aux gens par rapport à ce que nous pensons comme des gens en fait qui savent lire le droit, mais en dehors de ça, bon, nous on ne leur trouve aucun attachement du point de vue politique et leur communication au peuple. Moi je connais le droit, l'autre connaît le droit, mais ce n'est pas ça, un homme politique. Donc, tout de suite, quand Issa est sorti de là, bon, Anissé m'a dit que c'est le meilleur choix. Il y avait d'autres qui voulaient Bello Bouba. Qui voulaient être investis. Hein? Ah, qui voulaient son soutien. Qui voulaient l'investir. Anissé a dit que mais Bello ne sait pas parler aux gens. Bello, ce n'est pas un orateur, ce n'est rien. Issa sait parler aux gens. Et c'est ce qui a fait porter. Et puis il est resté notre ami pendant qu'il était là-bas. Quand il sort de là, il me dit, bon, on est sorti pour tel et tel. Là-bas, le gouvernement, vous voulez dire? Du gouvernement, oui. Voilà. Donc, ils étaient en contact pendant tout ça. D'ailleurs, on lui reconnaît certaines amitiés au sein du Sérail. On lui reconnaissait à Issa Ekane. Oui. Très ancré quand même dans ses relations avec le gouvernement. Oui. Ça aussi un peu d'état. Anissé a eu beaucoup, oui, on m'a parlé de ça dans une chaîne concurrente. Bon, nous sommes dans une ville où on est dans des établissements scolaires où on connaît tout le monde. Hein. Donc, il y a des gens qui sont avec nous dans l'opposition, mais il y en a aussi qui sont en face. Et ces personnes-là, bon, quand je vois depuis qu'Anissé est mort, j'entends, ouais, c'était mon ami, c'était ton ami, mais quand arrive la politique, il y a une ligne rouge à ne pas traverser. Et il était très pointueux sur ça. Il dit, bon, je rigole avec eux, je n'ai pas le choix. Ce sont mes amis, on était en classe ensemble. Mais au-delà, je suis dans mon camp, et eux aussi. Alors, il y a donc eu Henri Tekwe, l'après-élection, l'après 12 octobre, la proclamation des résultats, ce qu'on peut appeler comme l'entrée en résistance de Issa Tiron Bakary et évidemment ses alliés, de Kamchameni, pour ne citer que Anissé Ekane, l'arrestation jusqu'à la période fatale. Est-ce que vous pouvez nous refaire ce récit-là du point de vue de ce que lui vous disait, comment tout ça évoluait? Donc, d'abord, on s'est réjoui de cette journée électorale parce qu'ils ont eu la mauvaise idée de nous laisser Internet où on a suivi tous les résultats. Donc, on savait que ça allait se passer comme ça parce qu'ils n'auraient pas accepté de perdre cette élection. Donc, Anissé était en train d'organiser la résistance. C'est là qu'on est venu le cueillir. Et il a dit que maintenant qu'ils ont proclamé les résultats, il faut qu'on leur fasse ça dur, très dur. Et c'est en organisant ça que... Mais ça a quand même pris parce que Issa a continué à donner des mots d'ordre et ces mots d'ordre ont pris en partie, mais ça a été que le peuple était dans les rues. Et c'est ça l'essentiel aussi. Entre le moment où on l'interpelle, où il est transféré à Yaoundé, avez-vous été en contact avec lui? Quand on l'interpelle, je ne peux pas être en contact, il n'a plus de téléphone. Bon, mais c'est après que je me dis, il faut quand même pouvoir arriver à Yaoundé. Et je suis donc allé. Il était très content parce qu'il m'a dit, il y a des gens qui ont peur de venir, mais on ne va rien vous faire. Bon, moi j'ai été chaleureusement accueilli là-bas. J'étais avec un de mes camarades de l'UPC des fidèles, Baïmi, et ils m'ont traité avec beaucoup de respect, ce à quoi je ne m'attendais pas. Voilà. Vous aviez peur de ne pas en ressortir aussi?
Oui, j'ai mon frère aîné qui me disait surtout n'y va pas, ils vont te garder. Mais non, ils avaient déjà ce qu'ils avaient. Ils ne pouvaient plus prendre les gens. Avez-vous le sentiment que le moment fatal était proche, malgré, on le sait, Anissé était malade? Mais je veux dire, tout ce temps, malgré sa maladie, il était dans le combat, il était dans son engagement. Oui. Mais quand vous l'avez rencontré, avez-vous il était affaibli. Il était affaibli et c'est Ndjekam qui avait une peur bleue. Déjà, quand ils avaient leur réunion, il me disait Anissé est très malade, je ne sais même pas s'il va arriver au 12 octobre. Donc, quand je suis arrivé à Yaoundé, je suis allé voir Ndjekam. Ndjekam m'a dit cette histoire où on a pris ces trucs. Il me dit je ne suis pas sûr que Anissé sortira vivant d'ici. Parce qu'il est très affaibli. Il est dans une contrainte terrible. Par exemple, vous ne pouvez pas lui passer même un bic. Et je dois dire que Anissé a demandé à avoir de quoi écrire. Il voulait absolument écrire ces derniers jours. Il dit donnez-moi du papier et un bic, je veux pouvoir écrire. Il n'a pas pu. Et ça était une de ses grosses frustrations quand sa femme l'a vu pour la dernière fois, le vendredi. Il n'a pas pu pourquoi? Parce que on a refusé. Parce qu'il n'avait pas eu stylo, parce qu'il en était incapable. Non, on a refusé. D'accord. On a refusé. Il avait un peu d'argent en poche. Il aurait pu demander à un gendarme d'aller lui acheter du papier et un bic. On lui a dit non, c'est interdit, vous n'avez pas le droit d'avoir du papier et un stylo. C'est comme ça. Ça a été des frustrations terribles pour lui. Vous savez, quand vous êtes en prison, surtout en prison politique, on a toujours besoin et de lire et d'écrire. Bon, il n'a pas pu, malheureusement pour lui. Alors, la journée fatale du 1er décembre donc, pensez-vous que le Manidem, l'idéologie upéciste, la dynamique, la détermination, le jusqu'au-boutisme de Anissé Kané restera comme un héritage? Le parti pourra s'en remettre? Le Manidem poursuivra après Anissé? J'espère. Non, le courage d'Anissé, c'est un modèle. Il y en a eu beaucoup avant, mais c'est la lutte aussi. Donc il y en aura d'autres. La lutte jusqu'à la mort. Oui. Se donnant sacrifice. Mais parce que quand nous entrons à l'UPC, nous prêtons serment. Hein. Nous prêtons serment d'aller jusqu'à la mort pour défendre nos idées. Donc ça, c'est un principe cardinal. Sauf que pour ce qui est de son cas, je lui ai dit, il faut ralentir un peu, parce que tu n'es pas bien. Et Ndjeka me disait tout le temps que même quand on commence une réunion, il n'est pas capable de tenir jusqu'au bout, parce qu'il est très affaibli. Donc c'était un garçon qui, il est à une réunion politique et à un moment donné, il part se reposer. Ce n'était plus tout à fait le Anissé Kané que je connaissais. Mais il a tenu jusqu'au bout parce qu'il a dit non. Ce qui me reste comme force, je les jette dans la balance pour que les gens là, soient chassés du pouvoir. Vous direz qu'Anissé rentre dans le panthéon de ces héros de la lutte? Oui. Il mérite largement ça. Parce que Anissé a redonné des couleurs à la famille upéciste en mettant son choix sur quelqu'un qui a accepté de signer cette plateforme et d'avoir suivi sa campagne électorale. Ça a redonné des couleurs à la famille upéciste d'une manière générale. Et de ce point de vue, indépendamment des circonstances de son décès, vous pensez que Anissé est fier de lui? Là où il est fier. Parce qu'à un moment donné, quand on était à l'infirmerie, il me regarde et il me dit écoute, toi tu es vraiment, c'est toi la grande résistante là et tu trembles à l'idée que je meurs.
Mais tu ne sais pas ce qui va leur arriver si je meurs. Si je meurs. Oh, laisse-moi tranquille. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et je disais à des journalistes hier que le cadavre d'Anissé est en train de les taper, de les fouetter, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de ça. Le communiqué n'a convaincu personne. Et ce que René Sadi a dit, pour dire qu'on aurait dû faire attention à sa santé. Bon. Alors, il y a quand même également quelques actualités pour lesquelles sa famille, ses ayants droit, ne sont pas forcément d'accord. Cette autopsie qui a été faite en l'absence de ses ayants droit. Vous avez un commentaire? Elle a été faite. Elle a été faite. Ah oui, mais il ne fallait pas. C'est vrai que les médecins... Il ne fallait pas. Bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Je respecte ce qui s'est passé. Parce que quand il y a une autopsie, si vous n'êtes pas là, on va dire qu'il a eu une substance qui l'a empoisonné. Qu'est-ce que vous pourrez dire? Hein? Je vais vous donner un exemple. En 86, Mandela était gravement malade. Il fallait une opération. Winnie Mandela a dit qu'on ne touche pas à son mari. Et il a requis les médecins des pays scandinaves. Parce que les pays scandinaves soutenaient la lutte anti-apartheid. Ce sont ces médecins-là qui sont venus avec tout le matériel, même la table d'opération, pour opérer Mandela. Et certains sont restés pour le suivi pendant 1 mois avant de rentrer chez eux. Donc ce n'est pas par hasard que quand il y a un problème médical, il vaut mieux amener ces experts à soi. Bon. Henri Tekoué, à la jeune génération qui n'ont pas, à tous ces jeunes-là, qui n'ont pas forcément connu votre combat depuis ses origines, qui le découvrent plus ou moins ces dernières années, 2018-2025 désormais, s'il faut retenir une image d'Anissé Kane, s'il faut hériter d'un de ses caractères, ce sera lequel? Le courage et l'endurance. Anissé était très courageux. Très courageux. Quand quelqu'un est face au commandement opérationnel, on sort une arme, on lui dit un pas de plus, je vous abats, et qui vous dit je m'en fous. Vous porterez ça sur votre conscience tout au long de votre vie. Ça s'est arrivé? Oui. Je crois que Ndoum, qui était un de ses lieutenants des villes mortes, peut en témoigner. C'était ça, Anissé. Il y avait des choses qui faisaient... c'était sa caractéristique, c'est de ne pas reculer devant le danger. Il prend toujours des précautions, mais il est prêt à tout. Il faut dire que Anissé, par exemple, a fait les arts martiaux. Pourquoi il a fait les arts martiaux? Il a dit que je faisais les arts martiaux parce que tout petit policier qui veut m'embêter, je lui envoie 2 coups et il est ratatiné. Et il a fait des arts martiaux même jusqu'à 60 ans. Il faisait encore les arts martiaux. Voilà, ça c'est... Bon, c'était un garçon plein de qualité. Il avait ceci de spécial que quand un camarade est en difficulté, par exemple, il apprend qu'on m'a interpellé pour une chose ou une autre, tout de suite il arrive et commence à engueuler les commissaires. Bon, ça devait être pour quelque chose qui s'est passé à la maison. Quelqu'un va dire que je suis une femme méchante, des trucs inutiles, parfois domestiques et tout. Quand ma petite soeur l'appelle, et lui dit que Henriette est à la PJ. Quoi? Qui a envoyé Henriette à la PJ? Il y avait un tel problème dans la famille. Anissé accourt et il vous libère tout de suite. Et pour tous les camarades, il a toujours été comme ça, très disponible, très disponible.
et faisant toujours jouer sa notoriété pour vous sauver d'une situation difficile. C'était ça. Il était généreux, très généreux, par rapport aux autres gens qui, bon, du haut de leur statut, ne vont pas bouger. Anissé, lui, il arrive avec ses gros sabots, qui vous a dit de mettre Henriette en cellule, etc. Il engueule tout le monde et il te sort. Il te met dans sa voiture et il dit, bon, il faut encore faire ça demain, tu vas voir. Bon, on rigole. Mérite-t-il des obsèques officielles? Il y aura des obsèques certainement populaires. Parce que je suis sûr que si le corps d'Anissé fait le tour du Douala, certainement qu'il y aura des obsèques populaires. Ça c'est sûr. Maintenant, ça dépend aussi de la famille. Mais il a dit, et un de ses amis est venu hier pour dire que c'est le parti qui organise ses obsèques. Parce qu'il a été très, très courroucé quand Suzanne est morte et qu'on nous a éjectés de la maison mortuaire. On a reçu ça comme une grosse gifle parce que c'est notre camarade depuis 50 ans et on nous a interdit d'avoir même la parole à ses obsèques. Je rappelle d'ailleurs qu'à cet effet, il y a un comité pour les obsèques d'Anissé Ekané qui a été désigné. Le Manidem a fait un communiqué officiel à cela. Le président, c'est Valentin Dokmo. Oui, le président. Le président de ce comité d'organisation. Adjoint, il y en a deux. Marianne Simon Ekané, la sœur d'Anissé. Et puis Jean-Baptiste Kechatin. Qui sont donc chargés évidemment de mettre tout cela en musique. Non, c'est ça. Peut-être un dernier mot. Un dernier mot. Il faut que les obsèques de Anissé soient grandioses. Il a mérité. On ne va pas l'enterrer en catimini. C'est important. Parce que il a déjà, rien que son cadavre a déjà giflé bien. Parce que pour qu'on entende partout, les journaux même de droite qui ont parlé de la mort d'Anissé, tout un plateau en Côte d'Ivoire, ce passage du président, le jeune président du Burkina Faso, etc., ça veut dire que Anissé est un grand homme. Voilà. Merci infiniment, Henriette Ekoué, pour ce témoignage dense, précieux et profondément humain aussi. Merci beaucoup. À l'endroit d'Anissé Ekané, à travers vos mots, c'est certainement la trajectoire d'un militant exceptionnel que vous avez dessiné, qu'on découvre. Celle d'un homme qui a consacré sa vie, il faut le dire, à la justice sociale, aux libertés fondamentales et à la transformation politique du Cameroun. On peut le dire. Hein? Oui, oui, oui. La transformation politique du Cameroun, oui, oui. Il a grandement contribué. Cet entretien, Madame, Monsieur, est donc en hommage à la mémoire de Anissé Georges Ekané, qui nous a quittés le 1er décembre 2025 petit matin, un nom dont les luttes continueront certainement d'inspirer d'autres encore longtemps. Puis cet hommage doit rappeler à tous l'importance de ceux qui, comme lui, ont refusé de se taire et ont choisi de s'engager pour un Cameroun meilleur. Merci infiniment de nous avoir suivis. C'était notre contribution à cet homme disponible aussi à la presse. Je l'ai dit, on l'a souvent reçu ici, depuis toujours d'ailleurs, Thierry Ngongan, Doré Boa, Oriane Donquin, Léla Renganze, bref, nous qui l'avons toujours sollicité, et puis au-delà de nous, les autres médias également, nos confrères. C'était quelqu'un qui communiquait beaucoup et qui savait le faire. Il va certainement nous manquer également. Bonsoir et merci.